Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois André Dubus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois du CDH. Vous deviez vous représenter à la 71e place, donc l'avant-dernière place sur la liste régionale du CDH. Et, bardave, badaboum, vous avez décidé finalement que c'en était fini de la politique et que vous arrêtiez la politique. Donc, c'est finalement pas le cas. Alors, pourquoi ce changement d'avis? Pourquoi décider d'arrêter la politique? J'aime bien votre terme « finalement » parce qu'en fait, c'est au terme d'un processus de réflexion qui a été entamé il y a 1 an et demi. Et voilà, je me suis dit qu'il était temps de tourner une page. Mais c'est pas facile de tourner une page en politique parce qu'on est j'étais fortement engagé. Mais à un moment donné, le constat est là que on est, je crois, moins efficace. On a l'impression que la politique est de plus en plus lourde, lente. En fait, c'est du moins le sentiment que j'avais. Donc davantage chronophage, énergivore, et qu'il était temps de passer à autre chose. J'avais l'impression que c'est un cycle qui se terminait, que je devais boucler. Après 16 ans de vie parlementaire, 5 années de présidence d'arrondissement, j'avais l'impression il fallait boucler quelque chose, que j'arrivais à la fin, d'un cycle. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter il y a une dizaine de jours avec Antoine de Bormann. On va y revenir sur votre passage de témoin. Mais c'est l'élément déclencheur. Ah oui, sinon vous n'auriez pas changé d'avis. Il fallait donner du sens à cela. Et, un départ, oui. Et ce départ, c'était la mise en place d'un jeune. Aujourd'hui, dans l'ADH, il y a un article qui s'appelle les sacrifiés, les sacrifiés de la politique, ceux à qui on donne une mauvaise place, ceux que l'on pousse un peu vers la sortie. J'ai lu l'article. Voilà. Est-ce que vous faites partie de ces sacrifiés? Pas du tout. Je ne me sens pas du tout sacrifié. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai rencontré le comité chargé de composer la liste, je leur ai dit, je suis prêt à accepter une place en queue de liste, une place difficile, pour peu qu'on assure la promotion de jeunes. Et je trouvais que l'important, c'était assurer la transition. On parle beaucoup de transition aujourd'hui. C'est la transition politique. La transition politique, et pour moi, ça avait du sens de promouvoir des jeunes. Voilà, donc je ne me sens pas du tout comme étant quelqu'un de sacrifié. Parce que l'usage, c'est d'habitude de mettre les députés sortants en tête de liste. Donc, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas de Georges d'Allemagne non plus, qui vous suivait sur la liste. Donc, vous laissez la place à Antoine de Bormann. C'est rare aussi de désigner son dauphin, finalement, sans demander aux électeurs de s'exprimer. C'est une manière un peu originale comme ça. Attendez, il y a deux choses. Oui. Il n'est pas élu encore, notre ami Antoine. Il occupe une place qui est visible. La 71e place, c'est une bonne place. J'ai été élu en 2004 à cette place-là. Donc, je souhaite qu'il soit élu. Mais il n'y a encore rien qui est fait, d'une part. Et d'autre part, quand on a la chance d'avoir une personnalité aussi riche qu'Antoine de Bormann, qui est à la tête du centre d'études de notre parti, qui connaît parfaitement le programme électoral, qui maîtrise les enjeux bruxellois. Vous l'avez invité d'ailleurs ici il y a quelques semaines. Vous avez pu vous rendre compte de la richesse de sa personnalité. Eh bien, quand on a affaire à un profil de ce type-là, qui a 25 ans de moins que moi, puisqu'il a 39 ans, j'en ai 63, et donc pouvoir mettre en piste un jeune de ce type-là, eh bien, je n'hésite pas. Et donc on a discuté il y a 10 jours, il a donné son accord, eh bien je ferai toute sa campagne avec beaucoup de plaisir et voilà, en espérant qu'il soit élu. Alors, quand on regarde la liste du CDH, on est un peu surpris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats de la diversité. Alors que finalement, dans les dernières listes des régionales, il y avait par exemple quelqu'un comme Maynou Rosdemir, des gens du nord de la capitale. On a l'impression que ça ne se retrouve pas tellement sur cette liste-ci. Ce n'est pas vrai. Le cinquième candidat est issu vraiment de la diversité. C'est quelqu'un qui a bien réussi, il est vice-président de Bessie. Voilà, et puis nous avons quand même Bertha Mampaka,
Ahmed El Kannous, Pierre Miguichat, qui sont plutôt des anciens. Oui, voilà. qui sont des anciens, mais voilà, et qui ont prouvé leur capacité. Est-ce que vous allez continuer? Donc la politique, c'est fini au niveau d'éligibilité, donc vous n'allez plus vous présenter, mais est-ce que vous allez garder un lien avec la politique au niveau communal? Ah, mais je n'abandonne pas mon engagement politique. Hein. Je reste conseiller communal à Etterbeek, et donc je reste à 100% CDH. Je garde ma capacité d'indignation et ma capacité d'engagement. Elle est intacte, donc je m'engagerai différemment sur toute une série de dossiers que j'ai portés jusqu'aujourd'hui, mais je garde un ancrage et un engagement politique. Philippe Malherbe, à votre place, a dit, lui qui est deuxième sur la liste régionale, a dit à 63 ans, retrouver un job de député, dans son cas, ça c'est quand même une superbe opportunité. Alors, vous, quel type de job vous allez retrouver à 63 ans? Eh bien, ce que j'ai déjà fait auparavant, lorsque j'ai dû rebondir, voilà, quand je n'ai pas été réélu à la Chambre, j'ai dû rebondir professionnellement. Eh bien, je compte mettre les quelques mois que j'aurai, grâce aussi à une indemnité parlementaire, bien pour rebondir professionnellement et me relancer dans tout ce qui est relatif à la promotion de la santé, la qualité de vie au travail. Ce sont des sujets que je maîtrise bien, que vous suivez depuis longtemps, que j'ai suivi politiquement, et voilà. Donc je me remettrai en selle professionnellement sur le plan privé. C'est un nouveau défi, un nouveau challenge, mais voilà, ça ne me fait pas peur, et puis c'est une aventure aussi avec une dose d'enthousiasme. Et vous avez donc un an pour rebondir dans ce cadre-là. Quel Clairement. dossier politique laisserez-vous? Quelle trace allez-vous laisser derrière vous? Ah oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. S'il faut en choisir un. Je crois que c'est tout ce qui relève du handicap. J'ai beaucoup travaillé avec des familles qui voilà, connaissent ce qu'on appelle le double diagnostic, c'est-à-dire qui ont un membre de famille qui a un handicap mental et doublé de problèmes de santé mentale. Et la grande difficulté dans notre système belge, c'est que le handicap, tout ce qui relève du handicap mental, ignore tout ce qui relève de la santé mentale. Le monde médical connaît mal le monde du handicap, et le monde du handicap connaît mal le monde médical. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Et donc, au Sénat, j'ai pu sensibiliser l'ensemble de mes collègues par des auditions sur cet enjeu réel du double diagnostic, de ces familles, de ces jeunes adultes qui sont en proie à des crises parfois violentes, d'automutilation, et pour lesquelles il n'y a pas de réponse structurée, réponse médicale structurée, alors qu'il y a des embryons de réponses qui existent, mais qui ne connaissaient pas de reconnaissance. Et donc, j'ai mis cela à l'ordre du jour, et cela s'est traduit par des reprises dans des déclarations de politique générale au bicommunautaire, au niveau wallon également, au niveau fédéral, et le financement tout récent d'une nouvelle unité, la première unité hospitalière double diagnostic à Bruxelles, à Jean-Titeka, qui a été inaugurée il y a 2 mois précisément. Et je voudrais... Et le combat n'est pas terminé. Nous avons aujourd'hui 7 lits double diagnostic. Il en faudrait une 20aine pour Bruxelles. Mais c'est tout le combat pour le handicap. Et à côté de ça, il y a tout le problème du manque de place pour les personnes handicapées, qui est un combat que vous connaissez aussi. Et donc c'est un dossier partiellement abouti, celui-là, mais s'il y a un dossier où vous dites, tiens, là j'ai raté complètement, là je ne suis pas du tout arrivé à le faire aboutir, même un commencement d'aboutissement, ce serait quoi? Un regret, donc un remords peut-être? Un regret, c'est difficile de parler d'échec, parce qu'en politique... Vous avez fait attention, je n'ai pas parlé d'échec. C'est vrai. Je parle d'un regret, quelque chose qui n'a peut-être pas abouti, qui aurait pu aboutir. Alors, ce qui n'a pas encore abouti, je parlerai plutôt dans ces termes-là, c'est la reconnaissance d'un statut pour les jeunes qui s'engagent dans un service citoyen. J'ai déposé, il y a 20 ans, quand j'étais à la Chambre, en 99, une première proposition de loi
lorsque j'étais au Sénat en 2010, j'ai redéposé une proposition de loi visant à reconnaître un statut pour que les jeunes qui s'engagent dans un service citoyen eh bien, puissent le faire en gardant une série de droits sociaux. Aujourd'hui, le service citoyen commence à se déployer à Bruxelles, en Wallonie, timidement en Flandre. Il y a demain le colloque sur les 10 années de la plateforme du service citoyen, c'est très important, mais il n'y a toujours pas de statut officiel par le biais d'une loi fédérale. Donc ça, c'est un regret, mais c'est un combat. Enfin, c'est un regret, mais c'est un combat. Et je passe le témoin à Antoine de Bormann pour qu'il puisse continuer à lui d'y travailler. À y travailler, c'est important. Quelques mots rapides sur le Brexit. Donc vous avez vu à Bruxelles, 1000 Britanniques ont demandé leur naturalisation, comme indiquait la Libre Belgique ce matin. Et Torbeek, quand même assez bien classé là-dedans. Il y a 82 Britanniques qui ont demandé leur naturalisation belge. Quand vous voyez ça, ça ne vous inquiète pas de voir la situation aujourd'hui de la politique européenne, et notamment des Anglais du Brexit? Mais en fait, le Brexit est la face émergée d'un problème qui est très important, c'est la forme de radicalisation sur toute une série de sujets. Ici, c'était la radicalisation sur le phénomène européen, à savoir que les Anglais, enfin une partie de la population anglaise n'a pas perçu l'intérêt de l'appartenance à l'Union européenne. C'est aussi un constat de faillite de l'Union européenne à l'égard de ses membres, mais c'est le repli identitaire et des replis que l'on voit à travers toute une série de sujets aujourd'hui, que ça soit... alors c'est un tout autre enjeu en termes de mobilité. Je vois qu'aujourd'hui il y a des ultras. Je suis cycliste au quotidien, mais je vois qu'il y en a qui ne parviennent plus à parler avec les automobilistes. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de radicalisation sur toute une série de sujets. Et cela m'inquiète. Cela m'inquiète pour Bruxelles demain, parce que Bruxelles, qui est le creuset de la diversité d'origine, diversité culturelle, diversité confessionnelle, eh bien, on voit qu'il y a de plus en plus de replis sur ces plans-là. Et le grand enjeu de demain, du Parlement de demain, ça sera de réduire ces tensions, de réduire ces écarts entre ces différentes formes de repli. Antoine de Bormann a du travail. Merci en tout cas d'être venu nous parler de tout cela, et bon vent pour la suite. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui présentera l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.